Si je vous dis ayahuasca, LSD, psilocybine, il s'agit de la grande famille des psychédéliques. Autrement dit, des stupéfiants interdits en France et qui, pourtant, suscitent un intérêt grandissant chez les psychiatres et les chercheurs. Pourquoi ? C'est ce que Vincent Verroust, ethnobiologiste et président fondateur de la Société psychédélique française, va nous expliquer. Monsieur Vincent, bon, merci Vincent de venir ici. Alors déjà, c'est quoi des psychédéliques ? Les psychédéliques sont des substances chimiques issues du monde vivant ou de la chimie qui agissent sur le cerveau et qui, en fonction des doses, provoquent des effets sur le psychisme, tels que des phénomènes hallucinatoires, la distorsion des modalités sensorielles, la libération de souvenirs enfouis, la libération d'émotions et parfois des expériences de type mystique ou spirituel. On n'a jamais observé de comportement compulsif d'auto-administration, ni chez l'homme, ni chez l'animal. Les psychédéliques seraient donc des stupéfiants sans dépendance. Et cela s'explique. Pour schématiser, une drogue qui rend addict, comme le tabac, la cocaïne, l'héroïne, stimule dans notre cerveau les récepteurs de la dopamine et le fameux circuit de la récompense. On prend sa dose et quand on est en manque, on recommence sans pouvoir s'arrêter durablement. Concernant les psychédéliques, ce sont d'autres récepteurs qui sont impactés, comme ceux de la sérotonine. La dopamine n'entre pas en jeu. Donc non seulement ça ne crée pas de dépendance, mais en plus ça semble pouvoir libérer des dépendances. La psilocybine, donc, qui est le principe actif des champignons hallucinogènes, a été testée dans le traitement du tabagisme, avec des résultats assez épatants. Il a été aussi testé sur des personnes alcooliques, avec des résultats épatants. Et ça récemment, il y a moins de 10 ans. Il semblerait qu'on soit pas loin d'une révolution thérapeutique pour un certain nombre de maladies, et notamment la dépression. Absolument, mais ce n'est pas non plus une surprise parce que des recherches ont été menées depuis longtemps, depuis plus d'un siècle en fait. En tout cas, une vingtaine de personnes qui souffraient de dépression résistante, c'est-à-dire pour lesquelles les médicaments conventionnels n'arrivaient pas à soulager la dépression. En une prise, tous ont vu les symptômes de la dépression fortement chuter. Et la dernière étude, il y a un groupe qui a pris un antidépresseur couramment prescrit et un autre groupe qui a reçu 2 doses de psilocybine et l'effet antidépresseur a été immédiat, beaucoup mieux toléré, avec beaucoup moins d'effets secondaires néfastes. Donc il a fait au moins aussi bien que l'antidépresseur classique. Est-ce que dans la famille de psychédéliques existe plusieurs substances actives ? Chacune traite une maladie particulière ou c'est juste une molécule pour tout ? Oui, en fait, ce qu'on appelle les psychédéliques classiques partagent un même mode d'action dans le cerveau, donc une expérience relativement comparable. On parle d'une efficacité transdiagnostique. On a parlé de la dépression. Anxiété. Anxiété, bien sûr. Anxiété associée au diagnostic de cancer, où il y a eu des essais cliniques qui ont été absolument stupéfiants, si j'ose dire, dans leur efficacité. Les troubles obsessionnels compulsifs, l'anorexie mentale. Et ce n'est pas tout, car les bienfaits des psychédéliques sont si puissants sur le plan cérébral qu'il pourrait ouvrir une porte vers de tout nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives. Avec l'âge, et notamment dans les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, il y a des déconnexions des neurones entre eux. Là, avec la psilocybine, des champignons hallucinogènes, on a remarqué que les neurones se reconnectaient, c'est-à-dire qu'on réactivait cette neuroplasticité. Là aussi, si on arrive à faire reconnecter des neurones chez les malades d'Alzheimer... Et ça aide aussi pour la mémoire. Et aussi pour la mémoire, c'est aussi révolutionnaire. Et non seulement on peut parler de neuroplasticité, mais aussi de neurogénèse qui a été observée in vitro. Donc, ça veut dire que des nouveaux neurones vont pousser. Oui, et c'est pourquoi une équipe des Pays-Bas va proposer un traitement expérimental aux personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative aussi, donc pour voir à quel point ça améliore leur qualité de vie, et notamment les symptômes dépressifs et anxieux, mais aussi tester si ça n'a pas un effet sur les troubles somatiques. Mais ça c'est incroyable, ça devrait être quand même au moins prescrit par le médecin. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le médicament du futur ? C'est très certainement des médicaments du futur, mais des médicaments d'un nouveau type. Si les psychédéliques sont encore considérés comme des stupéfiants, c'est parce que la France a signé en 1971 une convention internationale réglementant les drogues sans distinction. Mais il semblerait que certaines substances aient été glissées là un peu trop vite. Eh bien, figurez-vous que le Conseil constitutionnel vient justement de définir ce que c'est qu'un stupéfiant
Donc ce qui justifie le classement d'une molécule ou d'une plante sur une liste, c'est le fait qu'elle provoque une pharmacodépendance et le fait qu'elle provoque des problèmes de santé. Or là, il semblerait que les substances psychédéliques figurent par erreur sur la liste des stupéfiants. Donc ce serait effectivement une bonne chose qu'il y ait une réforme de la politique publique en France en matière de drogue. Si ça marche aussi bien que ça, est-ce que ça veut dire que la Haute Autorité de Santé, toutes les autorités de santé en France qui doivent autoriser des médicaments travaillent dessus? Est-ce que des laboratoires travaillent dessus? La plupart des avancées se font aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en République tchèque, en Allemagne. En France, aucune administration sur l'humain n'a encore commencé, mais c'est prévu. C'est quoi les délais pour imaginer qu'on puisse avoir des traitements en France? C'est très difficile de vous répondre, mais on peut espérer que les premiers essais cliniques démarrent d'ici quelques mois ou un an maximum. Merci beaucoup, Merci Vincent. beaucoup. Et on va voir maintenant que Mathias et sa maman ont vu leur vie complètement bouleversée, positivement, par la prise de psychédéliques. On ressent tout. Tous les sens sont exacerbés et on ressent quelque chose une plénitude, une paix et beaucoup d'empathie. De nouveaux filtres pour regarder le monde. Une révolution dans sa géographie cérébrale. Corinne décrit ainsi les effets des champignons psychédéliques sur sa maladie mentale, la bipolarité. Après avoir été désaligné, tout se réaligne de façon différente. C'est ça, un reset. Après des années de lutte sous camisole chimique, cette ancienne cadre dans la publicité a arrêté les médicaments. Corinne ne jure plus que par la psilocybine. Ce reformatage de son ordinateur intérieur, elle ne l'a pas vécu seule. C'est son fils, Mathias, qui l'a initié aux champignons il y a maintenant 5 ans. Ce dimanche, il l'attend, fébrile. Corinne revient d'un pays où, pour la 2e fois de sa vie, elle a vécu une session psychédélique de 8 heures. Un voyage à haute dose, encadré par un thérapeute. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un tour de cosmos. Tu vas raconter tout ça? Ouais. Extatique, mais fatiguée, Corinne a besoin d'une bonne nuit de sommeil. C'est le lendemain qu'elle raconte tout à Mathias. Comment tu te sens, déjà? Et autant j'ai été épuisée hier soir en arrivant, Ouais. et autant aujourd'hui je suis épuisée encore, Ouais. mais avec une énergie intérieure que j'ai jamais ressentie en fait. C'est pas de l'excitation, c'est pas de la joie, c'est pas de l'euphorie, c'est autre chose. Un équilibre, ça doit être ça. C'est tout nouveau. Et rien à voir après quand je t'avais sortir du train. Ça se voit physiquement, c'est ça qui est Incroyable. dingue. La bipolarité bouleverse la vie de Corinne depuis l'adolescence. Une humeur inconstante, des montagnes russes émotionnelles, une inadaptation au quotidien qui impacte toute sa famille. Mathias, son fils photographe, en a fait un livre. En couverture, une spore de champignons, comme un œil ouvert. Et une touchante confession de sa mère lors d'un séjour en hôpital psychiatrique. Noël approche à grands pas et moi je croule sous le poids d'une culpabilité inutile. Je me hais, ne vous mérite pas. Me voilà anéanti, échoué aux urgences de l'hôpital le plus proche. Le cœur brisé, inutile, je me sens indigne d'être ta mère, méprisable et plonge dans la mélancolie. Les premières pages égrènent des photos de Corinne en clinique, le visage marqué, éprouvé par un cocktail d'antidépresseurs et même des séances d'électrochocs. Pour moi, je n'allais jamais guérir. Corinne prend notamment des pilules de lithium, aux lourds effets secondaires. Tremblements, somnolence, confusion, pensées suicidaires, que décrit très bien le président de la Fédération française d'addictologie, le psychiatre Amine Benyamina. Ce qui est très important, c'est que nous avons vécu une grande époque des médicaments qui ont soigné, mais qui nous rendent malades. Pour certains, notamment par exemple les benzodiazépines, les opiacés, ce sont des médicaments qui sont extraordinaires.
On les utilise pour l'anesthésie, pour la douleur, ils sont fantastiques. Simplement, ce sont des médicaments qui peuvent nous rendre malades. À cette époque, Mathias démarre sa vie d'artiste. Pour créer, il expérimente les champignons hallucinogènes, un usage récréatif qui, à l'époque, rebute ses parents. On était effrayés, ton père et moi, au départ. Oh oui, du coup, tout le monde, hein, c'est normal, toute la famille. J'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais plus ce que je t'ai dit, Bah mais oui, parce que mon fils, tu te drogues. Ce qui était incroyable, c'était que les lendemains, à chaque fois, je me sentais parfaitement équilibré, beaucoup d'énergie, j'avais envie de faire, je me sentais bien dans mon corps, etc. Et je me suis dit, c'est quand même étrange pour une drogue que ça fasse ça le lendemain. Normalement, ça fait plutôt l'effet inverse. Et après, je me suis dit, tiens, peut-être que ça peut l'aider. Mathias se documente. Il voyage à Londres, en Suisse, en Amazonie, et peu à peu, convainc sa mère. La première prise de champignons de Corinne a finalement lieu en 2017, encadrée par un thérapeute à l'étranger, dans un pays où c'est autorisé. Elle dit avoir visualisé son mécanisme interne, réparé ses traumatismes d'enfance. Un chaos cérébral qui a redistribué les cartes de ses connexions neuronales. Pendant l'expérience, Ça ouvre sur d'autres champs de conscience, finalement. totalement. Tous les médicaments qui consistent essentiellement à éteindre, Ouais. là, tout s'est réveillé d'un coup. Quel bain de jouvence. Corinne se déleste enfin d'une partie de son anxiété. Elle apprend à renouer avec les petits riens du quotidien, jusqu'ici insurmontables, comme faire la vaisselle. Ça ne pèse pas. Ouais, c'est pas une montagne. Ça ne pèse plus. Oui. J'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, en fait. Oui, c'est une renaissance, finalement. Oui. Ces effets, elle les entretient avec un mini-dosage de champignons pris en poudre 2 fois par semaine. Sa prochaine grosse session aura lieu dans 4 mois. Mais comment ces thérapies encadrées par du personnel médical se déroulent-elles concrètement ? Nous sommes allés chercher la réponse en Suisse, où ces protocoles sont légaux depuis 2014. Au sein des hôpitaux universitaires de Genève, le psychologue Federico Seragnoli encadre une trentaine de patients. Tout se passe dans cette salle sobre, clinique, sans aucun décor ni rituel chamanique. 2 patients à la fois qui entrent à 8h et ressortent à 19h. Les choses importantes, du coup, c'est que le patient soit allongé et de manière vraiment à relâcher et à relaxer son corps lors de l'expérience. Et puis qu'on puisse lui permettre, du coup, d'entendre de la musique. C'est une salle aussi très lumineuse qui donne sur un jardin avec des arbres magnifiques. L'idée, c'est vraiment de proposer un cadre très calme et susceptible d'amener une relaxation chez le patient. Ici, les champignons se prennent sous forme de gélules synthétisées. Si le suivi est pris en charge, le produit est payant, 50 € la pilule, et il en faut 5 par session. La psilocybine étant considérée comme stupéfiant et non comme médicament, quelques précautions restent de rigueur. Ils doivent être protégés, donc à la porte, déjà, il faut une clé, et là, il faut encore une clé. Ça doit être au frais. Laura travaille dans l'intelligence artificielle. Elle en est à sa 4e session. La dernière, c'était il y a 3 semaines. Pour être acceptée par l'Office fédéral de la santé publique suisse, cette mère de 3 enfants a déposé un dossier justifiant d'une dépression chronique et résistante. Elle souffrait notamment de comportements alimentaires compulsifs et d'agoraphobie. J'ai fait 30 ans de thérapie à peu près, et je pense une trentaine de thérapies, vraiment de différentes sortes. J'ai eu pris des médicaments, des antidépresseurs à un moment, mais ça ne me réglait pas le problème en fait. Avant sa première prise de champignons, Laura s'est préparée pendant 4 mois lors d'entretiens avec Federico Seragnoli. On parle justement de psychothérapie assistée par psychédélique. Le psychédélique est un outil pour donner une expérience très intense, émotionnelle et introspective au sujet. Mais cette expérience-là, en effet, elle est utile dans la mesure où elle est encadrée dans un parcours de psychothérapie qui se fait avant et après, qui nous permet du coup de préparer cette expérience et de l'intégrer dans la vie après quotidienne du sujet et puis d'amener un véritable changement positif dans sa vie. Très réticente envers toute prise de substance,
Laura a dû lâcher prise. Avec le recul, ces temps de préparation étaient primordiaux parce qu'au moment où vous prenez la substance, il y a beaucoup d'angoisses qui peuvent monter et en tout cas chez moi il y a eu plein d'angoisses de type si ça marche pas, de type oh, mais est-ce que je sais pas peut-être mon cœur va exploser et là pouvoir se référer aux séances de thérapie en disant ok ça va se passer, c'est normal que ça se passe, ok peut-être physiologiquement je vais avoir ces symptômes, c'est ok respire, enfin voilà tout ça était vraiment primordial pour moi. Elle aussi parle d'un bouleversement. J'ai eu des strates d'effet tout d'un coup, cette impression de pouvoir respirer pour la première fois de ma vie, où vraiment j'étais waouh, c'est ça que ça fait de respirer. Et mon cerveau qui me disait mais ça va pas durer. Ok, 1 jour, 3 jours, au bout de 4 jours, la molécule elle peut plus marcher. Bon, peut-être qu'elle marche encore 1 semaine, au bout de 2 semaines, jamais. Au bout de 3 semaines, enfin j'étais vraiment genre mais ça revient pas, c'est tellement bizarre. Ça peut pas être si simple. Je veux dire, si c'était aussi simple que ça saurait. Enfin, c'est pas possible. Et pourtant, c'est grâce aux champignons que Laura vit depuis maintenant 6 mois sans la dépression, et non plus malgré elle. Alors pourquoi, en France, ne faisons-nous pas comme nos voisins ? La France est très en retard. La Grande-Bretagne a 15 ans d'avance. La Suisse, l'Allemagne. En France, alors que c'est un grand pays de sciences et de médecine, on est congelé dans une position d'attentisme et de prudence. Mais si on ne le fait pas, c'est un rendez-vous avec l'histoire de la science qui sera manqué. Un rendez-vous qui concerne carrément le monde entier, puisqu'on estime que la dépression touche 300 millions de personnes.